Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, vous allez voir sur la chaîne du Temple, il y a plusieurs publications, des annonces de cours pour le mois d'août, on a des stages de 3 semaines. L'année dernière, on l'a pas fait parce qu'on avait des difficultés pardon, qui étaient dues à des importuns. Mais l'année d'avant, en 2020, on l'avait fait, on avait fait de très très beaux tournages avec 5 grands professionnels du cinéma brésilien. On va recommencer cette année au mois d'août, très certainement, ou en juillet ou en août, en fonction des disponibilités de chacun. Donc c'est des ateliers de cinéma de 3 jours où on utilise les techniques de la psychologie bouddhique pour voir comment on peut être un meilleur acteur, un meilleur caméraman, un meilleur maquilleur, etc. C'est tout un groupe de personnes qui ont été mes étudiants dans le bouddhisme et qui sont des proches et qui travaillent pour Netflix, pour Globo, pour des grandes sociétés de production internationales et puis qui ont tous une mentalité bouddhiste et qui sont dans les meilleurs professionnels du Brésil, chacun dans sa profession. Donc voilà, j'ai aussi publié une interview en portugais avec Bernard Langlotte. Alors Bernard Langlotte, c'est un acteur brésilien, c'est aussi un psychologue, c'est le meilleur ami de mon mari, c'est un copain, on se connaît depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui est passé par un énorme cancer de la mâchoire, enfin une énorme tumeur à la mâchoire à cause de la téléphonie mobile, il a dû être opéré, puis quand il est sorti d'opération, il a été agressé, il a eu l'épaule cassée, il est retourné, enfin voilà, donc il a passé presque 1 an et demi en convalescence. Et il en a profité pour bosser la psychologie. Il est maintenant psychologue clinicien. Et il est très intéressant parce qu'il intervient sur notre temple. Lui, il donne un point de vue typiquement laïque et typiquement occidental. Et moi, je donne le point de vue typiquement religieux et typiquement oriental. Comme ça, on a deux approches dans nos patients. Voilà. Et les consultants et les fidèles qui viennent au temple. Alors, comme vous le savez, on a un nouveau temple, voilà, on s'y installe petit à petit, les derniers aménagements sont faits cette semaine. Ça a pris du temps parce que dans le début de notre projet, j'étais très très actif pour faire les choses, puis les gens se sont fait un peu nourrir comme des petits oiseaux dans le bec, et on a eu des actes de nuisance extrêmement forts de psychopathes, 3 groupes de psychopathes. Donc on en a tenu compte cette fois-ci, qu'il fallait plutôt mettre les gens au travail, c'est-à-dire leur confier un élément clé sur le projet, puis je revenais tout le temps contrôler derrière. Du coup, ça a évité les problèmes qu'on a eu l'année dernière. Cette année, ça s'est plutôt bien passé avec les gens qui sont arrivés de l'éco-village et les nouveaux venus. Il y a un groupe stable qui est maintenant en bon état de fonctionnement. Et même s'il y a toujours des difficultés, même s'il y a toujours des évolutions spirituelles à passer, des problèmes psychiques à passer, c'est quand même un groupe qui est d'une grande maturité. Et on a sélectionné des gens qui étaient en marge du système, c'est-à-dire, moi je ne crois pas aux gens qui toute leur vie ont des mitraillettes et des seringues et puis qui à la retraite deviennent des illuminés de Jésus. Ça arrive quelquefois, mais je suis toujours critique à ça. Donc hier j'ai regardé une vidéo sur le tarot que j'avais fait, et puis j'avais 2 personnes en ligne au Canada. Dans ce cours de tarot, j'ai fait le tarot en ligne pour eux, c'était un atelier, et puis en fait je leur ai dit ce qui allait se passer. Et effectivement, il s'est passé exactement ce que j'avais dit. Donc, c'est-à-dire que les problèmes, j'avais annoncé un problème à régler avec sa fille et sa petite fille avant de venir. S'ils n'étaient pas réglés, ça ne marcherait pas pour eux. Ils rentreraient dans des négativités. Ils essaieraient de tout faire pour détruire le projet. Puis il y aurait des conséquences pour eux par l'eau et par le feu. Alors, l'eau et par le feu, ça ne veut pas dire que vous allez brûler, que vous allez vous noyer. Non, c'est des éléments symboliques, des éléments élémentaux. Dans cette aventure qu'on a vécue l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais comment tu as fait pour résister? Tu as été extrêmement calomnié, avec des attaques extrêmement fortes, tu as subi énormément de haine, et puis ces gens-là étaient particulièrement malsains, mal intentionnés, ils ont fait sortir toute leur noirceur, toute leur négativité, c'était des papillons noirs dans le purin, qui n'arrivaient pas à sortir de leur négativité avec un effet miroir avec toi, c'est-à-dire qu'en voulant te tuer ou t'agresser ou t'incarcérer, en fait, c'est tout, ils essayaient de se délivrer de leurs propres aspects négatifs parce qu'ils n'arrivaient pas à aller vers une lumière authentique, ils allaient vers la fausse lumière, ce qu'on appelle la lumière astrale, c'est-à-dire ce qu'on rencontre au moment de la mort. Au moment de la mort, vous rencontrez une espèce de lumière veilleuse. C'est vers celle-là qu'ils sont attirés parce qu'ils sont en processus de descente vers le bas et de destruction. Alors, on m'a plusieurs fois demandé, mais comment tu fais pour garder le moral? Comment tu fais pourquoi tu réagis comme ça, comme ça, comme ça? Alors, je vais vous donner aujourd'hui mon petit secret. J'ai un petit secret qui est en 5 points. Donc, ça pourrait être un cours qui s'appelle Faire face aux calomnies, à la haine et aux gens malsains et destructeurs. Donc, j'ai 5 points qui sont quels sont les critères invoqués, qui critique, comment réagir, quelle est la pertinence de la critique et quelle est la réaction
à adopter. Alors je vous ai mis ça au tableau, ça va être un petit peu plus facile pour vous, on va voir si on a assez de batterie pour suivre. Ouais. Donc faire face aux calomnies, à la haine, aux gens malsains et destructeurs. Alors d'abord, il faut s'interroger sur les critères. Hein. Comment est-ce qu'on définit la calomnie, la haine et les gens malsains, la mauvaise volonté, gens malsains. Alors d'abord, il faut comprendre que une personne affirmée va toujours recevoir des critiques. Ça peut être des critiques constructives qui vont vous aider, ça peut être des critiques déstabilisatrices qui sont des critiques de jalousie, ou ça va être des critiques destructrices parce que les personnes ne veulent pas se remettre en cause et que votre présence même, votre existence même les incommode. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que tout serait parfait, eh bien s'il n'y avait pas telle ou telle personne sur Terre, par exemple une femme tombe enceinte, eh bien elle va avorter, elle va détruire son enfant ou les enfants de sa fille, peu importe, ou les enfants des autres, parce qu'elle pense que la destruction va lui donner du confort. Voilà. Alors il y a des personnes aussi qui sont malsains, qui sont calomnieux et haineux pour déstabiliser les autres. Hein. Ils ont juste du plaisir à perturber la personne. Puis il y a des personnes qui font des critiques qui sont constructives. En réalité, comment est-ce qu'on distingue la critique constructrice, déstabilisatrice et destructrice? Eh bien, il y a deux critères. La principale critère, c'est est-ce que la personne fait de l'enfumage? C'est-à-dire que si la personne vous fait une critique constructive, déstabilisatrice ou destructrice, elle va la faire toute seule. À partir du moment où elle va chercher d'autres personnes, elle va fouiller dans votre passé, elle va chercher d'autres personnes, etc., et qu'elle essaye de convaincre, en réalité, c'est une technique d'enfumage. Très certainement, vous êtes ni dans la critique constructive, ni dans la critique déstabilisatrice, vous êtes dans la critique destructive. Or, cet enfumage, derrière, généralement, il va être composé par des opposants, des gens qui vous aiment pas. Alors, ça peut être des gens qui vous ont fait du mal et qui ont peur des conséquences, ou ça peut être des gens avec qui vous avez été maladroit, ça peut arriver ici. Mais en règle générale, les techniques destructrices, ils sont toujours, en leur cœur, il y a toujours un ou une perverse narcissique. C'est-à-dire quelqu'un qui se prend pour le nombril du monde et qui gouverne par la perversion, c'est-à-dire la manipulation mentale, l'empoisonnement, l'intoxication, les menaces, la séduction, aller chercher des gens dans leurs émotions perturbatrices, etc. C'est la personne qui ne veut pas se remettre en cause elle-même, qui s'estime parfaite. Il est parfait, je suis parfaite, et si j'étais présidente, tout serait parfait. Je pourrais assassiner qui je veux, comme je l'ai fait toute ma vie, en parfaite impunité. Voilà. Donc à la base, il y a un pervers narcissique. Alors, les pervers narcissiques, c'est un état pathologique, un état psychiatrique, qui est assez difficile à soigner d'ailleurs. Alors, la deuxième question, il faut savoir qui critique. Qui critique qui? Voilà. En réalité, si vous êtes un mouton, eh bien, les gens vont avoir rien à vous reprocher. Vous faites comme tout le monde, donc vous aurez les mêmes traitements que tout le monde. Ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que lorsqu'une personne est active, lorsqu'elle a des idées, lorsqu'elle est forte, lorsqu'elle a des projets, etc., eh bien, elle va être attaquée par les inactifs, les gens sans idées et les gens faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet miroir. Le fait que vous soyez actif, avec des idées et fort, fait de vous une sorte de miroir dans lequel les gens vont voir à quel point ils sont inactifs, sans idées, faibles, menteurs, manipulateurs, paumés, de mauvaises conditions, etc. Donc généralement, à partir du moment où vous êtes une personne affirmée, eh bien, et que vous avez des idées, que vous êtes actif, etc., et que vous êtes fort, vous allez rencontrer des gens qui vont vous critiquer. Ça, c'est les gens qui vous aiment bien, en constructif. Les gens qui vont vous déstabiliser par jalousie, et puis les gens qui vont vouloir vous détruire parce que c'est un effet miroir. Et cet effet miroir les incommode. Ce qui les incommode, en réalité, c'est pas tellement vous, c'est l'image que vous leur rendez d'eux-mêmes. Et c'est pour eux insupportable. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut réagir lorsqu'on est fait face aux calomnies, à la haine, à des gens malsains? Ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à des gens qui font des procédures judiciaires en groupe, etc. Alors je vais un petit peu vous expliquer comment aussi ça se passe en justice. Voilà, c'est ce qu'on appelle le procès de personnalité. Et il y a beaucoup d'avocats qui tombent dans ce piège du procès de personnalité. Ça m'a fait gagner tous mes procès. Comment réagir quand on a une personne inactive, sans idée, faible, destructrice ou déstabilisatrice qui nous calomnie? Eh bien, le mieux, c'est de continuer son chemin. Voilà. En continuant son chemin, vous allez augmenter le nombre d'ennemis, mais il y a aussi un effet mouton. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a plus de gens qui vont vous critiquer, mais à la fois, il y a plus de gens qui vont vous aimer et qui vont vous soutenir. Voilà. Alors, en règle générale, l'effet mouton, il est dû aux intérêts que les personnes ont à vous suivre. C'est-à-dire si vous dites la vérité, si vous portez des valeurs positives, si vous êtes porteur d'un projet positif, etc., il y a des gens qui vont venir vers vous par effet mouton.
Mais par contre, si vous adorez le système, si vous adorez les médicaments, la violence policière, la violence militaire, les dettes, le système tel qu'il est, eh bien, une personne comme moi, par exemple, eh bien, l'effet mouton va vous mettre dans le camp opposé. Vous pouvez me traiter de conspirationniste si vous avez envie, de criminel, de ce que vous voulez. J'ai l'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, le quatrième point, c'est s'interroger sur la pertinence. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'opinion des personnes. Figurez-vous que moi j'ai un très mauvais dossier qui a été constitué au fil des années par le renseignement français pour des raisons essentiellement politiques. Donc il y a de tout dedans, je baiserai des chiens, je serai un nazi, je serai un escroc, j'aurais jamais été bouddhiste, enfin il y en a toute une liste comme ça qui est ressassée. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai une copie de mon dossier de renseignement français. Et lorsqu'on me charge des noises en justice, eh bien, je montre que c'est un copier-coller de ce que raconte le renseignement français, et je dis que c'est à des fins politiques, par un service de psychotronique qui s'est retrouvé mis en cause dans ses pratiques, et qui entend me régler mon compte parce que j'ai dénoncé de très très graves violations à l'état de droit, parce qu'il y a des policiers qui se comportent comme des fumiers. Il y a de très bons policiers, mais il y a des policiers qui se comportent comme des fumiers. Généralement, je donne une copie de mon dossier français, et je donne une copie de la thèse de doctorat du professeur de Surmont, et j'explique qu'en fait c'est une stratégie de harcèlement qui est montée par des agents. Voilà, soit directement des agents qu'ils envoient, soit des gens qu'ils intoxiquent dans mon entourage, qu'ils contactent, ou qui ont fait des bêtises contre moi et qu'ils convainquent pour se protéger de me calomnier. Alors le premier truc que je fais, c'est que j'accepte l'opinion. C'est-à-dire que quand on me dit oui, tu serais ci, tu serais là. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a dit que je l'aurais menacé de mort. Il a fait venir des faux témoignages. Il allait contacter mon ex-mari, etc. Il a fait tout un pataquès comme ça, etc. Et il est tombé dans le piège qui s'appelle le procès de personnalité. Et on a fait pareil ici à la délégation. C'est-à-dire d'enfumer les magistrats avec une description d'un personnage pour que le magistrat ne s'intéresse pas aux faits. Or, en réalité, moi je l'ai vu à Luxembourg, je l'ai vu dans de nombreux procès, même si le juge il peut citer tout ça, et je l'ai vu dans mon procès d'appel, c'est pas ça qui compte. C'est pour ça qu'il faut rester très calme, il faut dire bon voilà, c'est une opinion, c'est ce qu'il raconte, ne pas se justifier sur ces points, et puis ensuite il faut aller aux faits. Et en fait, généralement quand on va aux faits, on s'aperçoit que les faits ne sont pas fondés. Et même, on peut apporter des faits contraires, c'est-à-dire on peut apporter la preuve, c'est très facile à faire, c'est pas la peine de s'exciter. On dit voilà, il y a un enfumage qui est fait sur la personnalité, c'est la technique de l'enfumage. La méthode de l'enfumage, c'est la technique du pervers narcissique. Le pervers narcissique, destructeur, pas seulement le déstabilisateur, mais le destructeur, il fait de l'enfumage. C'est-à-dire il pourrait aller lui tout seul dire voilà j'ai ça à lui reprocher et puis il y a tel élément, mais ça il sait pas le faire. Il sait pas le faire parce qu'il est pas droit dans ses bottes. Il sait que le problème c'est chez lui, donc il va chercher plein de personnes. Il monte tout un dossier, il fait tout un bins, etc., etc., etc. Il monte tout un procès de personnalité pour diaboliser la personne, pour faire diversion, parce qu'en réalité il aurait aucun intérêt à ce qu'on aille dans un fait précis. Donc quand vous avez des attaques comme ça qui peuvent aller jusque des attaques en justice, eh bien vous apercevez que les gens qui ne savent pas travailler d'un point de vue judiciaire, juridique, ils font ça, ils font une grosse pelote de personnes et de faits qu'ils vont chercher. Il s'agit de beaucoup. Et puis au final, ils vont énoncer quelques faits. Alors il ne faut pas s'intéresser à ce qu'il dit, vous perdez du temps, vous allez vous embourber. D'ailleurs le fait qu'ils aillent chercher d'autres personnes, le fait qu'ils aillent chercher d'autres faits, qu'ils veulent faire un procès de personnalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de faits. Moi, j'ai été formé d'un point de vue juridique. Je sais que quand il y a un enfumage de personnalité, c'est qu'il n'y a pas de fait. On essaye de faire diversion, on essaye d'avoir un procès de personnalité. Donc, c'est une très très grande faiblesse c'est un dossier pourri. C'est ce qu'on appelle les dossiers pourris au niveau du parquet. Moi, j'ai un grand-père qui était procureur de la République. J'ai été baigné dans mon enfance dans les histoires de procès. J'ai aussi étudié les techniques judiciaires. Donc, je peux vous dire que moi, si j'étais magistrat ou si j'étais ministre de la Justice, à partir du moment où j'ai un dossier qui commence par un procès de personnalité avec plein de personnes qui racontent l'histoire, je classe sans suite. Systématiquement, parce que je sais que c'est une cabale qui est montée. Après, je m'interroge sur les faits, c'est-à-dire quels faits sont reprochés à la personne, exactement, quelles preuves il y a. Et en règle générale, on s'aperçoit que les procédures judiciaires, c'est des procédures judiciaires fumées. C'est-à-dire que la personne tente d'échapper à ses responsabilités en accusant une autre personne. Alors à Luxembourg, c'est une stratégie que j'ai utilisée. Je vais vous expliquer maintenant la cinquième point, les réactions qu'il faut avoir. Alors il y a 3 réactions que vous pouvez avoir. La première réaction, c'est ignorer. La deuxième, c'est affronter. Et la troisième, c'est amplifier. Voilà. Alors ignorer,
c'est très simple, vous ignorez les critiques. Voilà. Donc, tout le procès de personnalité, les blabla, les témoins, etc., vous évacuez tout, vous attachez aux faits. C'est-à-dire pourquoi la personne est-elle en justice, les faits qu'elle invoque et les faits qu'elle n'invoque pas, ce qu'on appelle les faits cachés. C'est-à-dire qu'est-ce qui motive le fait qu'elle invoque ces faits. Alors, tout le travail du magistrat, c'est de dire, voilà, il l'accuse de ça, mais derrière, il veut se protéger de quoi? Voilà. Alors, une fois que vous avez compris ça, le mieux c'est d'ignorer, de ne pas réagir le plus longtemps possible. Hein, voilà. Y a une autre technique, c'est affronter. C'est-à-dire que, eh bien, vous allez affronter la personne et puis vous allez mettre exactement le doigt où ça fait mal chez elle. Par exemple, vous pourrez dire, il est incestueux, il s'est tapé sa fille pendant des années, il est en panique avec ça parce qu'il a fait des aveux, et sa femme a constamment avorté les enfants, jusque des enfants qui étaient déjà bien formés. Il y a aussi de l'inceste sur la petite fille, etc. Ça a continué. Et puis, dans le cadre d'un projet thérapeutique, il leur a été demandé de s'éloigner de la fille et de la petite fille, de régler les problèmes, puis ensuite d'intégrer un projet, de travailler sur ce projet. Et sur ce projet-là, eh bien, ils se sont mal comportés. Ils ont montré tout leur caractère mauvais, pervers, etc. Ils ont été en chute par rapport eux-mêmes parce qu'ils ont été confrontés à eux-mêmes, à leur propre négativité, à leur propre indignité, qu'en réalité, le véritable travail de guérison spirituelle n'était pas fait, ne voulait pas être fait, c'était juste une appropriation de l'ego. C'était l'ego qui voulait ça, l'ego qui voulait diriger, l'ego qui voulait faire du spirituel, l'ego qui voulait s'imposer, l'ego qui voulait s'installer, etc. Tout était une stratégie d'ego. Alors voilà, donc là c'est très simple, on affronte la personne et puis on démontre son intention derrière l'acte. Et puis la troisième chose, c'est l'amplifier, c'est ma technique préférée. Ma technique préférée, c'est d'amplifier. C'est-à-dire que de rendre les gens encore plus cinglés. C'est-à-dire que quand il y a des attaques, les faire empirer, 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 en mettant constamment le doigt où ça fait mal chez la personne, en public comme en privé, pour que la personne soit tellement excessive et que les procédures qu'elle met en route et les accusations qu'elle fait sont tellement démesurées que la personne devient grotesque. On s'aperçoit qu'il y a une intention derrière. Alors, moi, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir m'associer avec des personnes, ça s'est pas bien passé, ça arrive. Donc ce que je sais, c'est que je vais les voir. Moi, ça m'est arrivé, j'étais associé à Arles dans une librairie, puis je suis allé voir mon associé, puis je lui ai dit, voilà, écoute, ça marche pas ensemble. Quand c'est moi qui travaille, je fais beaucoup d'argent. Quand c'est toi qui travailles, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc il y a un problème de disproportion. Voilà. J'ai plus investi que toi, t'as moins investi que moi, etc. Mais bon, t'apportes ça, etc. Peu importe, on s'est arrangé comme ça au début. Ça marche pas, donc on va se séparer. Et puis on se sépare gentiment, voilà, on signe un accord et puis voilà, on se sépare. Après, si l'accord n'est pas possible, d'abord il faut que l'accord soit demandé. Ensuite, si l'accord n'est pas possible, on demande un juge de trancher. Voilà. Donc là, c'est une relation traduite, une relation nette. À partir d'une personne, au moment où une personne rentre dans la comédie, commence à faire de l'enfumage, à enrôler un groupe de personnes autour d'elle, à fouiller dans le passé, à imaginer des trucs dans le présent, à faire des faux témoignages, à monter des opérations comme ça, comme tout ce qui a été fait autour de moi. Il faut se poser la question, pourquoi la personne, elle fait ça? Eh bien, c'est très clair, elle est parce que ces personnes ont volé, tout simplement. C'est ce qui a été pour moi personnellement ça sert à rien d'aller voir les autorités brésiliennes parce que c'est des gens qui ont un visa permanent pour 2 ans provisoire, il sera pas renouvelé d'après les informations que j'ai. Ça sert à rien de rentrer dans une procédure judiciaire parce que ils vont s'envoler. Donc moi j'ai fait une chose beaucoup plus simple. Vous savez que j'étais président de parti politique, j'étais président du MoDem en France et j'ai des relations, donc j'ai contacté directement l'Élysée et on a proposé à un conseiller du président Macron de se méfier de son frère qui était dans son entourage parce que potentiellement, comme dans l'affaire Benalla, ça pourrait être un pion rapporté par la gendarmerie dans le but de nuire. D'autre part, il est clair pour ma part que je ne veux pas mettre en difficulté le président Macron, surtout en période électorale, ce qui ferait un cadeau à l'extrême droite que je n'aime pas. Je préfère encore Macron que l'extrême droite nationaliste. Parce qu'au moins Macron, il applique son programme et on sait qu'il ne marchera pas. L'extrême droite nationaliste, ça va nous enfoncer dans un bourbier, une guerre civile. Donc j'essaye au mieux de sauver les meubles. Donc j'ai prévenu le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, enfin le ministère des Armées, le ministère de la Justice et l'Élysée au plus haut niveau. C'est ce que j'avais fait à Luxembourg d'ailleurs aussi, ça m'avait réussi puisque j'avais été innocenté et libéré. Et j'ai expliqué tous les éléments, apporté les témoignages et donné tous les éléments de fait sur les abus sexuels, les avortements, les malversations ici, le comportement, et puis en fait tout ce qu'ils ont fait
pour moi, c'est du pain béni, le sabotage de mes voitures, mon agression, le fait qu'ils soient allés chercher des ex, mon ex-mari, mon ex-petit copain, tout ça. En fait, toute la stratégie qu'ils ont montée, c'était véritablement une stratégie de guerre qui avait rien à voir avec un problème financier dans un éco-village. Ça prouvait bien que ces gens-là faisaient des mystères ils avaient envie de faire des mystères. Ils avaient envie de cacher ce qui n'était dysfonctionnant à l'intérieur du projet. Et ce qui était dysfonctionnant, c'est eux, c'est-à-dire les fonds dépensés, jetés par les fenêtres pendant des mois et des mois au restaurant sans rendre de compte à personne, en nous mentant, en falsifiant la comptabilité avec une employée, donc on l'a jeté dans la piscine elle aussi. Et puis finalement, il va se passer ce que je leur avais dit au début. C'est-à-dire qu'au début, je leur avais dit qu'ils devaient régler le problème avec la fille, la petite fille, avant de quitter le Canada et venir ici. Et au final, je leur ai dit qu'il y aurait problème d'eau et problème de feu. Problème d'eau, ça peut être, et avec le véhicule, ça peut être un véhicule qui tombe d'un pont et qui tombe dans l'eau, mais ça peut être des inondations ou des pertes d'argent. Et problème de feu, c'est de la surchauffe au niveau cérébral, ça peut être des incendies, ou ça peut être le besoin des passages de folie et de besoin d'aller en hôpital psychiatrique et de prendre des médicaments. Voilà, il y avait ces deux chemins qui se manifestaient, mais c'était juste une analyse gnostique. Voilà. Donc c'est assez amusant de voir comment les gens réagissent et je leur avais annoncé tout, c'est-à-dire que si vous quand on n'est pas bien, vous ne pourrez pas rester au Brésil, vous perdrez de l'argent, les visas permanents de personnes qui sont autour de vous seront annulés, vous irez un ira en hôpital psychiatrique, l'autre ira en prison. Enfin, je leur avais annoncé à peu près tout, voilà. Et puis ils étaient allés voir une voyante et une voyante leur avait dit, leur avait confirmé. Donc ils ont renversé le truc en disant, eh bien, on va détruire les finances de Pascal, on va détruire ses véhicules, on va essayer de le noyer, enfin, ils ont essayé d'inverser le chose qui est le propre du satanisme, c'est-à-dire que ils ont utilisé l'effet miroir, c'est-à-dire au lieu de comprendre qu'il y avait quelque chose à travailler sur eux et qu'il valait mieux être sincère et on allait les aider. On allait passer un accord avec eux, on allait les aider. Ils sont rentrés dans une stratégie maléfique, mauvaise, d'enfumage, typique des pervers narcissiques. Donc ça a été l'hypocrisie, le mensonge, la calomnie, la haine, fédérer des gens malsains, rentrer dans des actions en justice, etc., etc. Sauf que moi, je suis expert dans ce domaine-là. J'ai rencontré ça toute ma vie. Et pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'en réalité, ce que je sais, c'est que c'est un appel au secours. C'est des gens qui sont même s'ils ne veulent pas le reconnaître, quand on filme un papillon dans la boue noire et quand on dit « Il faut sortir des négativités qui nous empoisonnent dans la vie », etc. Bon, vous prenez tout le propos, vous le décodez de vidéo en vidéo. C'est des gens qui sont dans un univers mental dramatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commettre des infanticides comme ça pendant des années. On ne peut pas travailler au service du mal. J'aime bien, j'ai jamais tué personne. Si, tu as tué plein de gens. Parce que tu travailles dans l'armée et que l'armée française a tué plein de gens. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, généralement, les gens qui sont pervers narcissiques, qui sont destructeurs, et ils ont été destructeurs toute leur vie jusqu'à assassiner leurs propres enfants et petits-enfants dans le ventre de la mère, eh bien ça c'est vraiment de la destruction. C'est pas seulement de la déstabilisation, c'est des criminels. Alors généralement les criminels c'est aussi des voleurs et c'est aussi des menteurs. Donc on a toute la preuve qu'ils sont des criminels, on a toute la preuve qu'ils sont des menteurs pathologiques, donc entre les deux c'est pas très difficile de savoir que c'est des voleurs, ça va de sens. Et voilà. Et qu'ils essayent de se couvrir au maximum de leur malversation, de leur déshonnêteté. Je passe sur le trafic de drogue à Tahiti, etc. Donc ils ont tout inversé, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait, eux, dans l'intégralité, ils ont essayé de mener un groupe pour dire c'est Pascal et me faire un procès de personnalité. Parce qu'en réalité, le message qu'ils nous donnent, c'est que l'image, ils ne veulent pas être confrontés à ce qu'ils ont fait de leur vie. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une bonne image sociale, finir leur vie dans un petit éco-village sympathique où elle va avoir tous les pouvoirs et lui, il va avoir du gibier. Et puis, une fois qu'il sera tapé le gibier, si le gibier c'est ancien, madame donnera des pilules abortives. D'ailleurs, quand on a annoncé que l'avortement pouvait aller jusqu'à 9 mois, eh bien, la première réaction qu'elle a eue avec moi, c'est de dire « Eh bien, tout ce que j'ai fait, c'était parfait. J'étais juste avant tout le monde. Maintenant, on a le droit de tuer les enfants jusqu'à leur naissance, parce que si on avait laissé faire, combien il y en aurait ?» Voilà. Donc, vous voyez le niveau de monstruosité de ces gens-là. Pour moi, c'est hors de question de vivre avec des gens pareils et de travailler avec eux. C'est pour ça que j'ai fait ma meilleure stratégie, c'est de les ignorer, les laisser faire leur truc, de temps en temps les affronter, et troisièmement, amplifier. Donc amplifier au maximum tout ce qu'ils pouvaient faire
en sachant que, eh bien, au final, ça se retournerait contre eux. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, il y a un très bon renseignement militaire. Et le fait est, c'est que ce renseignement militaire, je l'ai intéressé pour un certain nombre de raisons. J'ai d'ailleurs toute ma vie intéressé le renseignement militaire. Toute ma vie, j'étais contacté par le renseignement militaire. Et que ce renseignement militaire, il fait son travail, qui est le travail de renseigner. Puis quand il voit qu'il y a des militaires autour de moi, eh bien, il enquête aussi. Et il y a des observations qui sont faites. Or, généralement, les services de renseignement, ils donnent aux magistrats ce qu'on appelle des notes blanches. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher tous les témoins que vous voulez, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez fabriquer tous les faux en écriture, toutes les preuves que vous voulez. À partir du moment où vous avez été observé, et intégralement observé, il y a une note blanche. Et cette note blanche, elle ne sera pas forcément donnée au parquet, ça va passer à travers le parquet, ça lui passe au-dessus, mais elle sera donnée au magistrat du siège, le magistrat qui aura à juger. Alors, excusez-moi. Alors, voilà. Donc, il faut laisser faire. Il faut laisser faire parce qu'au bout, il y a de la guérison. Il y a toujours de la guérison. Alors, il y a des gens autour de moi, ils sont un petit peu inquiets. Ils me disent, oui, mais si t'envoyais en prison, si te ruinais, etc. Je dis, c'est déjà arrivé. Et j'en suis ressorti plus fort, plus puissant et plus riche. Et plus compétent. Donc, faut pas avoir peur. Surtout quand c'est des manifestations cycliques comme ça du mal, il faut pas avoir peur. La critique constructive, n'importe quelle critique, même les gens qui veulent vous déstabiliser ou les gens qui veulent vous détruire, vous pouvez les utiliser. Et c'est ce que je voulais vous dire au final de cette vidéo. Vous pouvez les utiliser de 3 façons. La première façon, c'est en les ignorant. Voilà. Deuxièmement, principalement, c'est des gens qui font des critiques en général positives ou négatives. Vous pouvez les ignorer, vous pouvez les entendre et voir ce qu'il y a à corriger. Mais en règle générale, ça va vous faire perdre du temps. Les gens qui font des critiques déstabilisatrices, eh bien, il faut les affronter. Donc, il faut aller le voir. Par exemple, j'étais dans j'en ai une conférence. Et puis, il y avait quelqu'un qui était venu pour foutre le bordel, faire que ma conférence se passe pas. Donc, j'ai interrompu la conférence et puis je suis allé directement parler avec la personne. Voilà, donc la personne, etc., etc. Je lui ai pas demandé de sortir. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai discuté avec elle 5 minutes et j'ai continué la conférence assis à côté d'elle en lui expliquant les choses. Voilà. Et la personne est partie. Et ça évite l'affrontement, ça évite, etc. Enfin, de direct, etc. Et c'est très bien, c'est la meilleure technique à faire. Ensuite, l'amplification, c'est une très très bonne technique aussi. C'est-à-dire que si votre ennemi a raison, alors il faut l'amplifier. Moi, quand je vois par exemple que, mettons Adolf Hitler, par exemple, c'était un dictateur qui a attaqué la France et qui a fait les camps d'extermination où il y a eu 100 000 homosexuels qui ont été tués, il y a eu beaucoup de Polonais qui ont été tués, des Juifs et des catholiques, enfin des Juifs et des francs-maçons. Les catholiques polonais, ils ont participé à la Shoah et ils ont gagné du fric sur elle. Les catholiques ont collaboré avec Hitler. Et la meilleure chose qu'on ait pu faire pour Hitler, c'est l'amplifier. Généralement, ça a été la meilleure technique. C'est amplifier la nocivité d'Hitler, l'a en réalité poussé au suicide. C'est-à-dire que si dès le début de la guerre, on avait battu Hitler, le problème du nationalisme allemand n'aurait jamais été réglé. L'Allemagne serait toujours une puissance dangereuse, capable de revenir à sa folie. Donc, en amplifiant Hitler, c'est d'ailleurs ce qu'ont décidé beaucoup de groupes, c'est-à-dire de donner le plus de pouvoir possible à Hitler, on savait que ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que Hitler allait amener le groupe de personnes qu'il dirigeait, c'est-à-dire les Allemands, à l'échec, et qu'au final, Hitler se suiciderait. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'astrologiquement, moi j'ai fait le thème astral d'un certain nombre de personnalités, mais pas d'Adolf Hitler. J'ai lu un livre sur le thème astral d'Adolf Hitler. On doit dire que tout est dans le livre. Dans le thème astral d'Adolf Hitler, on voit à peu près tout dans ce livre sur ce qu'est sa vie et comment ça va finir. On voit d'ailleurs les passages astrologiques. Donc, à partir du moment où moi j'ai les données astrologiques d'une personne et que je suis capable de faire sa révolution solaire, ce que je fais, je sais à peu près comment ça va se passer. Après, il suffit d'amplifier dans les moments, et puis par moments d'ignorer, et par moments d'affronter. C'est là que l'astrologie, elle nous donne une arme qui est redoutable,
qu'il faut utiliser à bon escient, c'est-à-dire non pas pour faire du mal, mais au contraire pour orienter en bien la personne. Quelquefois, le meilleur service qu'on puisse rendre à une personne, c'est de l'amener à l'échec. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui est destructrice, il faut l'amener, il faut la laisser faire. Elle va essayer de tout détruire. Il faut limiter ses capacités de destruction et les orienter. Alors c'est pas très difficile à faire avec ce genre de personnes parce que vous regardez ce qu'ils veulent cacher et vous savez qu'ils vont le dire de vous. Voilà. Donc me faire traiter de criminel par quelqu'un qui est une infanticide, me faire traiter d'être violent par un homme qui a toute sa vie provoqué la mort de musulmans et d'Africains, dont des Africains musulmans, me faire traiter de drogué par une personne qui a passé toute sa vie à prendre des remèdes chimiques pour stabiliser son état et qui a empoisonné les autres, et me faire traiter de trafiquant de drogue par quelqu'un qui est à Tahiti en tant que patron de société de pêche, aller chercher sur les lieux de livraison de la drogue des ballots de drogue et les faisait rentrer dans le port de pêche pour alimenter en drogue les psychopathes du système tahitien. Si on n'a pas compris que c'est une aversion accusatoire, c'est qu'il faut s'acheter un cerveau. Voilà. Donc, c'est jamais très grave. En réalité, le message qui est envoyé par les gens destructeurs, c'est qu'ils ont besoin qu'on les libère d'eux-mêmes. C'est plutôt un appel à l'aide c'est des gens qui sont inactifs, qui n'arrivent pas à construire leur vie. C'est des gens qui n'ont aucune idée, qui sont moutonniers. Et c'est des gens qui sont extrêmement faibles. D'un point de vue psychique, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, etc. Donc généralement, quand ils vont rencontrer un enseignant spirituel, c'est l'effet miroir qui va se mettre en place. Et puis si l'ego est très enraciné, pour retourner vers la lumière, il va devoir faire des deuils. Il va devoir faire des deuils dans la pyramide de Maslow. Donc il va devoir faire des deuils sur ses besoins physiologiques, il va devoir faire des deuils sur ses besoins de sécurité, il va devoir faire des deuils sur son estime, il doit faire des deuils sur l'accomplissement de lui-même. Voilà. Donc, et sur les appartenances aussi, un deuil physiologique, deuil sur la sécurité, deuil sur l'appartenance, deuil sur l'estime et deuil sur l'accomplissement. C'est très dur pour un ego. Dire à l'ego, il faut corriger ton alimentation et ton mode de ton comportement, arrête ton téléphone portable, arrête d'être végétarien, c'est pas ta nature, etc. C'est recadrer les trucs physiologiques. Après, au niveau sécurité, dire à la personne, eh ben, tu te mets en insécurité, tu mets en insécurité les autres, tu dois changer ça et ça. Après, appartenance, en disant la médaille du roi de l'accordéon, la Légion d'honneur, la retraite de l'armée, etc. C'est du grotesque, ça te fait appartenir à un égrégore de gens stupides et mal intentionnés qui t'amènent dans l'égout et dans le fossé. Après, l'estime, quand on s'aperçoit que les gens ont une estime faussée d'eux-mêmes, en réalité, quand on discute avec eux, on voit les lèvres qui se pincent, les doigts qui se tordent, etc. Et on voit que malgré tout, ils essayent de se convaincre qu'ils ont eu raison, mais on n'a jamais raison de commettre l'inceste, on n'a jamais raison de commettre des infanticides. Voilà. C'est un échec. Et il faut l'assumer, c'est tout. Il suffit de dire, voilà, j'ai fait ça, comment je peux m'en sortir ? J'ai commis l'inceste avec ma fille, j'ai commis l'inceste avec ma petite fille, elle est tombée enceinte et ma femme l'a avorté plusieurs fois jusqu'à des enfants qui étaient complètement formés. C'est horrible ce qu'on a fait. Aide-nous à sortir des conséquences karmiques dans le cadre du bouddhisme qui vont s'abattre sur nous. Quand les personnes n'ont pas l'humilité de faire ce parcours, quand elles disent non, on était parfait, non, on était bien, non, c'était de l'amour, etc., ils n'ont rien à faire dans un centre bouddhiste, ils doivent partir. Le centre de bouddhisme, c'est d'accepter de considérer son ego et puis d'avoir un processus où on va retrouver d'abord un cheminement spirituel. Ensuite, on va retrouver une bonne estime de soi-même, parce qu'ils ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Ensuite, on va appartenir à une communauté où on peut être accepté pour ce qu'on est, même si on a commis des choses épouvantables dans le passé, qui va nous donner l'espoir d'une meilleure vie. Ensuite, ça va nous mettre nous-mêmes en sécurité. Et il faut faire un travail pour mettre les autres en sécurité. Le pervers incestueux adopte des petites filles, il faut faire qu'il soit dans un contexte où il n'est plus en contact avec ses victimes. Puis au niveau physiologique, il faut faire ce qu'il faut. Généralement, surtout les personnes qui ont été droguées toute leur vie avec les médicaments, il faut les mettre au jardinage. Il faut absolument les faire jardiner, les mettre les miens dans la nature, faire des fleurs, faire du potager, les désintoxiquer le foie, revenir à un équilibre physiologique.
Il y a des personnes qui sont pas faites pour être végétariens. Il faut étudier la nature physique d'une personne. Le végétarisme, c'est jamais une clé, hein. C'est que pour les prêtres de nature sattva. Quand on est dans les autres castes, la caste des guerriers ou la caste des producteurs, on a une autre alimentation, hein. Et il faut pas prendre l'alimentation d'une autre caste. Parce que ça va créer des déséquilibres psychiques et des déséquilibres physiques chez vous. Imaginez un prêtre qui se met à manger du foie et des abats, etc. Ici, c'est interdit dans le candomblé. Voilà. Imaginez un guerrier qui soit végétarien. Il ne va pas avoir les protéines suffisantes pour combattre. Et imaginez une personne, un intouchable, dans une caste où on nettoie les égouts, etc., qui lui a une nourriture complètement pure, de super bonne, de fruits, etc. Il ne va pas résister au niveau microbiologique. Donc on s'aperçoit bien qu'il faut d'abord travailler sur avoir un bon cadre spirituel, un accomplissement spirituel, il faut le rechercher. Il faut accepter de réfléchir à l'accomplissement de soi. Il faut faire attention dans quel groupe on s'intègre, hein, c'est-à-dire couper les amarres avec la pharmacie, avec Big Pharma, avec le lobby militaro-industriel. Il est très important de couper les amarres, les ponts, sinon ça ne fonctionnera pas. Après, il faut se mettre en sécurité, hein. Et puis au final, eh bien, il vaut mieux étudier de près ses besoins physiologiques. Quand on n'a pas la bonne alimentation, quand on ne se met pas en sécurité, les autres aussi, quand on n'appartient pas à une bonne communauté et qu'on reste en communication avec elle, lorsqu'on n'a pas une estime juste de soi, on ne peut pas s'accomplir. Alors vous allez trouver des offres de faux accomplissements sur le marché, ce qu'on appelle le développement personnel et le New Age. Mais en aucun cas, c'est ça qui va vous donner un bonheur durable et vous faire sortir du cycle des existences. Voilà. C'est un fait, c'est que c'est très difficile de rentrer dans une communauté spirituelle. Une communauté New Age ou un éco-village, n'importe qui peut y rentrer. Mais à partir du moment où il y a une organisation religieuse, à partir du moment où il y a une influence spirituelle, ça va être très difficile parce que vous allez confronter à vous-même. Donc le plus tôt vous acceptez les changements physiologiques, qu'on vous mette en sécurité, à changer, à couper vos appartenances, à avoir une meilleure vision de vous-même et avoir un véritable accomplissement spirituel, à partir du moment où vous acceptez ça, ça sera facile pour vous. Moi, j'ai des personnes sur mon éco-village où j'ai des étudiants. Excusez-moi. J'ai des étudiants qui sont arrivés ici et qui m'ont dit, voilà, d'un point de vue spirituel, j'ai pas suivi une bonne voie jusqu'à présent, traditionnelle. J'étais dans le New Age où j'étais un peu à côté. J'ai pas une super bonne estime de moi. J'ai appartenu à des groupes, par exemple quelqu'un qui m'a dit j'ai appartenu à des groupes de toxicomanes, j'ai travaillé dans l'armée, etc., etc. Donc j'ai demandé de couper les ponts avec ça. Ensuite, et on a eu des problèmes de sécurité. Et puis ensuite, il y a eu des recorrections au niveau alimentaire. Voilà. Je rencontre aussi ces problèmes-là avec mon mari. Il a 25 ans, il est dentiste et il est face au champ de négativité de ses clients. Donc il a eu, pareil, il faut l'aider au niveau physiologique, l'aider au niveau de la sécurité, l'aider au niveau des appartenances, l'aider au niveau de l'estime de soi et l'aider au niveau de l'accomplissement. Lorsque la personne est spirituelle et dans un groupe spirituel, c'est beaucoup plus facile et c'est son cas. Par contre, lorsque la personne n'a pas de connexion au niveau spirituel, que la personne n'est pas connectée à une influence spirituelle, elle va être connectée en bas au prince de ce monde, au satanisme, à tous les phénomènes samsariques. Donc on va avoir des phénomènes de projection et d'inversion. Généralement, nos centres spirituels, ils se font attaquer par des gens qui sont sous possession satanique, sans le savoir. Mais en fait, c'est parce qu'on ne donne pas la définition du satanisme. Le satanisme, c'est tout ce qui conduit vers la mort. C'est tout ce qui est mondain. C'est tout ce qui inverse. Voilà. Le processus de la vie, on est venu dans un corps et après on va aller vers l'éveil spirituel, la réalisation et la libération. À partir du moment où vous ne voulez pas vous éveiller, à partir du moment où vous ne voulez pas vous réaliser, à partir du moment où vous ne voulez pas vous libérer, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes esclave de votre ego, vous réalisez que des erreurs et puis vous êtes dans le contre-éveil, c'est-à-dire vous allez, comme ce papillon noir qui est posé sur du pétrole, un champ de boue noire, vous êtes complètement gavé par vos négativités et vous n'arrivez pas à vous envoler, à prendre votre éveil, à retrouver vos couleurs et être dans un environnement purifié. Or, l'entrée dans l'ère du Verseau, c'est justement des papillons de toutes les couleurs et puis c'est de l'eau bien pure.
Voilà. Toutes les personnes qui n'arriveront pas à se purifier de tous les poisons que leur a donné l'industrie pétrochimique, notamment Big Pharma, et toutes les personnes qui n'arriveront pas à se libérer de la violence qu'il y a en eux et qui les empêche de se libérer des négativités, ils passeront pas dans l'air du Verseau, ils seront éliminés. Alors ils vont faire beaucoup de mal à tout le monde avant de partir, en particulier à eux-mêmes, mais voilà, c'est un phénomène qui existe un petit peu partout. Moi, je m'inquiète jamais. Je sais qu'il y a des gens qui me critiquent et c'est constructif. Il y a des gens qui me critiquent pour me déstabiliser. Par exemple, quand je suis en ligne, il y a des trolls qui viennent faire de la déstabilisation. Bon, ça arrive. Il y a des gens qui veulent me détruire pour des raisons qui leur appartiennent. Et donc, généralement, leur manière de procéder, c'est de l'enfumage. Ils enfument, ils jettent des négativités. C'est de la négativité, c'est de la production sans cesse de négativité, du blablatage, des ragotages de vieilles femmes, etc., des machins, des trucs, des faits qui sont décontextualisés, des faux en écriture, des faux rapports, etc. Donc c'est une technique d'enfumage, et généralement c'est des gens qui se positionnent en opposant sans avoir d'alternative. Et quelqu'un qui est tout le temps en situation d'opposant, mais qui n'est pas capable de proposer une alternative, c'est un pervers narcissique. Quand on a eu les problèmes avec Jérémy et Samuel, ils ont dit on a un autre éco-village. On l'a jamais vu, ça fait 2 ans. Le tas de fumier, ils nous ont dit non, nous on reste là parce que on a un autre projet d'éco-village avec Samuel et Jérémy, etc. Ils se sont passé leur temps à être négatifs, ils se sont fait expulser. Les 3 cocos, une a perdu le trio amoureux, une a perdu son visa permanent. Sa maîtresse ne veut pas devenir lesbienne et coucher avec elle, d'où les frustrations. Et le couple reste là à essayer de fédérer des oppositions, à remuer la merde, à générer de la négativité, à la remuer en essayant que ça va produire un effet. En réalité, ils veulent se cacher eux-mêmes, ils veulent se cacher de leur responsabilité. On a d'ailleurs une très belle vidéo quand ils sont partis, où elle a dit « Ce que je veux, c'est que tu me fasses un quitus pour toute l'injection financière, que la responsabilité, ça soit toi qui l'assume. » Ce à quoi je lui ai répondu « Moi, j'assume ma responsabilité, je suis gérant administratif. Le gérant technique pour les questions financières, c'est toi, et tu assumeras les responsabilités de ta gestion financière. » Pareil pour le restaurant, lui m'a dit, le restaurant alors, etc., etc. Nicolas l'a appelé en lui disant, mais tu te barres comme ça, les restaurants là. Il a dit, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, effectivement, bon, c'était d'abord des gens qui étaient venus pour déstabiliser et ensuite pour détruire. Voilà. Donc, ils se retrouvent face à leur ambition de destruction, de déstabilisation. Ils vont jusqu'au bout de leur procédure en pensant qu'ils peuvent instrumentaliser les autorités. Sauf que, eh bien, on est dans l'inversion. C'est-à-dire que il voyait toujours des agents de la DGSE partout. C'est-à-dire dès qu'on avait quelqu'un qui arrivait pour nous visiter, c'était un agent de la DGSE. Voilà. C'était toujours le renseignement militaire qui venait pour détruire le projet et c'était lui qui allait le sauver. Peut-être qu'il n'avait pas compris, c'est que justement, c'était le renseignement militaire qui aidait ce projet et pas le renseignement militaire de la France, et que l'agent du renseignement militaire qu'il avait, qui était là, c'était peut-être moi. Eh ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais envisagé dans son délire. Voilà. Alors, donc, il y avait eu un mot-clé qu'ils avaient créé avec Tabata et tout, le petit gros, c'est que je m'amusais à dire l'intelligence brésilienne. Dès que je disais ça, hop, je voyais, c'était un mot-clé. Donc, on voyait qu'ils avaient une programmation par rapport à ça, et je l'utilisais plusieurs fois pour voir leur réaction. Et là, ils faisaient comme ça. Donc, je voyais qu'il y avait une programmation qui avait été faite, qui avait été montée, et qu'il y avait un petit groupe derrière, agissant très certainement. En vérité, c'est juste lié au renseignement français, puisqu'ils ont été les fameux encodeurs, en réalité, qui ont dirigé leur vie. C'était les gens des services psychotroniques de l'armée française qui jouaient avec eux, qui les ont envoyés ici pour déstabiliser et détruire. Bon, on l'avait compris. Tout le monde l'avait compris depuis le début. Sauf que, eh bien, il fallait ignorer, les aider, les affronter point par point quand ils faisaient des choses erronées, et puis ensuite, une fois qu'ils étaient rentrés dans la volonté d'enfumer, de déstabiliser, de détruire, amplifier leur enfumage, amplifier leur déstabilisation et amplifier leur destruction. Pourquoi ? Parce que ça a permis aux personnes qui sont autour de moi de se positionner. C'est-à-dire qu'il y a des amitiés indéfectibles qui se sont faites, et des choses extraordinaires qui ont été faites, justement parce que
en contraste de ce qu'ils sont, les gens ont découvert qui j'étais. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que j'étais gentil, que j'étais bien intentionné, que j'étais généreux, que j'étais modeste. Je sais qu'il ne faut pas le dire, que j'étais assez précautionneux dans le faire des choses, que j'ai été super généreux dans ce projet. De mon argent, ma tante a donné aussi beaucoup, mais moi j'ai donné aussi beaucoup. On a donné beaucoup de temps, on a donné beaucoup d'argent, on a reçu les gens chez nous, on a été généreux, on a été des modèles de gentillesse, d'accueil, de toutes les valeurs du bouddhisme. Ce que eux ont omis de faire et d'être. C'est que des disputes de couple, c'est que du ragotage, c'est de l'incompétence au niveau de la gestion des dossiers. Je montrerai les dossiers en ligne puisque je vais faire une vidéo où je vais vous dire de qui je parle, puisqu'ils l'ont fait de moi. Je vais vous mettre les vidéos importantes d'eux et je vais vous montrer qui ils sont, ce qu'ils ont fait et comment ils ont fonctionné, quelle était leur stratégie de guerre et pour qui. Voilà. Le fait est que maintenant c'est au ministère de la Défense en France et c'est à l'Élysée de trancher. Il y a aussi l'armée brésilienne qui a observé tout ça, le renseignement militaire brésilien qui a observé tout ça. Il est assez actif au Brésil, il est de très bonne qualité. Moi j'étais vraiment, je vous le dis depuis le début, moi j'ai toujours dit du bien de l'armée brésilienne. Pourquoi? Parce qu'elle construit. C'est pas une armée de guerre, c'est une armée de construction. Elle a un grand travail de formation professionnelle, etc. Sur les champs d'opération, elle est très active quand il y a des catastrophes, etc. Au Brésil, elle correspond exactement à la définition d'une armée synarchique. C'est-à-dire qu'elle défend les frontières, elle ne part pas sur des théâtres d'opération étrangers pour des multinationales et elle aide la population. Et je m'étais très impressionné en discutant avec des hauts gradés et des gens de l'armée brésilienne de voir que sur la question extraterrestre, sur la question de l'avenir du Brésil, sur la question de la psychotronique, j'avais des visions qui étaient similaires. Et waouh, pour moi c'était impressionnant. J'aurais jamais cru dans ma vie que je rencontre dans le cadre d'une république des militaires avec qui j'ai autant de connivence au niveau de la vision de la vie, etc. Et que ce que j'ai fait dans ma vie et les critères par rapport auxquels je me positionne dans la vie soient communs, leur plaisent et que leurs critères me plaisent aussi. Et c'est une très très chouette expérience. Après, dans le cadre judiciaire, il est vrai que j'ai réglé un compte à pas mal de flics dans plusieurs pays. J'ai réglé leur compte à la police judiciaire dans pas mal de pays. J'ai réglé leur compte à des magistrats du siège, mais j'ai pas réglé leur compte au ministère public. Et parce que je pense que le ministère public de Luxembourg et en France a une très grave responsabilité dans les dommages qui m'ont été produits. Et j'ai une opportunité ici au Brésil quelque part de me venger de l'inactivité du ministère public quand c'est moi qui suis attaqué, qu'on me porte préjudice, et de la célérité avec laquelle elle s'active lorsqu'on raconte n'importe quoi sur mon cas et qu'elle se laisse manipuler par des gens qui sont des schizophrènes, des psychopathes, des malades mentaux, des pervers narcissiques et surtout des infanticides et des incestueux violeurs d'enfants et de petites filles. Voilà. Je pense que ça en dit long sur les dysfonctionnements. On a un dysfonctionnement au Brésil qui est inhérent au ministère de la Justice. On l'a vu avec l'affaire Lula, avec l'affaire Dilma, avec l'affaire du juge Moro, maintenant avec Bolsonaro. Il y a un gros problème au niveau du ministère public au Brésil, et en particulier au niveau du ministère de la Justice, que ce soit à Rio, que ce soit à Brasilia. Je pense que il y aura dans l'avenir du Brésil passera peut-être par un moment où ça sera le milieu militaire qui prendra le contrôle du ministère public et du ministère de la Justice et qui réorganisera un mode de fonctionnement qui ne soit pas comme délétère comme c'est le cas actuellement. Voilà. Ceci dit, moi j'ai eu, dans le cadre de mon divorce, dans le cadre de différentes affaires ici, j'ai toujours eu des très très bons rapports. Ma tante aussi qui avait attaqué au tribunal de travail très injustement. J'ai tombé toujours sur des magistrats super. Voilà. Donc j'espère que ça va continuer. Voilà. Sur ce, eh bien, quand vous êtes face à la calomnie, à la haine et à des gens malsains, eh bien, souvenez-vous quels sont les critères. Les critères, c'est que si vous êtes critiqué, calomnié, haï et qu'on essaye de vous faire du mal, c'est que vous êtes une personne affirmée. Et les personnes affirmées entraînent soit des gens qui vont les aider,
constructeurs, soit des gens qui vont essayer de déstabiliser par jalousie, ou c'est des gens complètement pervers et malades qui vont vouloir vous détruire. En règle générale, les gens qui veulent vous détruire, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que votre existence les insupporte parce qu'il met en lumière les défauts de leur personnalité et le fait qu'ils aient fait des mauvais choix dans leur vie. Donc, comment réagir? Eh bien, continuez votre vie comme si de rien n'était, sachant que ça va augmenter le nombre d'ennemis. Hein. Sachez qu'aussi il y a un effet mouton, qu'il y a plus de gens qui vont les rejoindre vous, eux, et plus de gens qui vont vous rejoindre vous. Et puis, en réalité, il faut toujours se poser la question de la pertinence. Il faut accepter l'opinion d'autrui. Ils ont une opinion, il faut la respecter. Après, cette opinion, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis, une fois qu'on a identifié l'opinion de la personne, bah, soit on l'ignore, soit on l'affronte, soit on l'amplifie. Donc moi, ma technique, c'est toujours d'amplifier, les amplifier dans leur délire. Ils sont allés chez Jabba faire leur délire. Bon, bah après, voilà, ils peuvent pas dire qu'ils publient rien, qu'ils disent rien sur moi, et que c'est pas que c'est des gens qui seraient, etc. Ils m'ont quand même insulté, accusé de choses que j'avais pas fait, menacé. Parce que dire à quelqu'un c'est un cinglé, il va aller en prison, etc., c'est un criminel qui a tué son père, etc., c'est très grave, hein, ce sont des délits qui sont extrêmement graves. C'est la juridiction brésilienne qui sera compétente pour les poursuites, parce que le ministère public de Luxembourg est très à cheval sur le fait qu'on ne commente pas les décisions de justice et qu'on ne les remette pas en cause. À partir du moment où on veut relancer des enquêtes, à partir du moment où on répète des choses qui sont contraires à une décision de justice, on enfreint la loi, on peut être poursuivi. Et je peux vous assurer que sur mon affaire, il y a déjà 2 personnes qui ont été poursuivies pour violation de l'autorité de la vie privée, atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il y a aussi l'outrage à magistrat, hein, qui fait attention quand on fait des faux témoignages, quand on donne des faux documents, etc., et que la partie adverse peut apporter la preuve que c'est des faux témoignages et des faux documents, notamment avec des traces informatiques, eh bien, on risque de se faire condamner pour outrage à magistrat. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Dans le meilleur des cas, soit il faut ignorer, c'est toujours mieux d'ignorer. Soit il faut affronter la personne, et puis si la personne ne part pas d'elle-même, et si quand vous l'affrontez, elle botte en touche et elle fuit, eh bien il faut l'amplifier. Et c'est ce que j'ai fait, c'est amplifier les volontés de destruction de ce couple, enfin de ce trio. Une a perdu son visa permanent, elle ne pourra pas rester ici. Elle a été dénoncée pour ce qu'elle est, un cas psychiatrique sous médicaments qui alimente des réseaux pédocriminels en enfants. Donc il y aura une enquête qui sera faite en France. Sur les relations de ce couple et de cette famille avec les réseaux pédocriminels, à mon avis, avec ce que Blast est en train de recevoir, il va pleurer. Hein. Je pense qu'il aurait mieux fait de rester au Canada, se taper sa petite fille. Donc, quand c'est constructif, c'est toujours bienvenu. Moi, quand je fais des fautes, j'aime bien qu'on me les dise. J'ai toujours assumé les conséquences de mes actes. C'est ce que je disais d'ailleurs à un ami à la police. Je lui dis, moi, à chaque fois que je suis convoqué, j'y vais. Encore faut-il qu'on me donne la convocation en main et en bonne et due forme, et pas des tiers mal intentionnés qui se gardent bien de me dire qu'ils l'ont eu. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le niveau de corruption de la justice brésilienne, il y a de la corruption au Brésil, c'est clair, chez les magistrats. Il y a des passe-droits. Mais avec le système de psychotronique depuis plusieurs années, je dois dire que les juges corrompus finissent par se faire avoir. Parce que dans les tribunaux, dans les cabinets de magistrats, dans les bureaux de police, il y a des amplificateurs de géomagnétisme, donc ça a tendance à désinhiber les gens, à faire exactement ce que je fais, amplifier. Moi, on peut m'amplifier à 1 milliard de watts si on veut, je ne changerai pas. Ce que je fais un jour, je le fais le lendemain. Ça ne veut pas dire que le moral n'est pas forcément en dents de scie, hein, comme chez tout le monde, mais ce que je fais un jour, c'est ce que je fais le lendemain, ce que je fais dans un sens, je le fais dans l'autre. Voilà. Donc je suis cohérent par rapport à moi-même et je suis une ligne directrice. Il y a toujours un danger à amplifier les gens, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des antécédents d'inceste et quelqu'un qui a des antécédents d'assassinat, ils vont, quand ils va être amplifiés via leur téléphone portable ou le lieu où ils sont, aller à l'assassinat et aller à l'inceste, systématiquement. D'ailleurs, le Canada, c'est un pays où le niveau de géomagnétisme est extrêmement fort à cause de la position du Canada, j'ai pu m'en apercevoir. Et la passion pour les médicaments et la passion pour l'inceste chez ce couple-là était extrêmement forte
Voilà. Et la fille était très très bien contente de s'en débarrasser en les expédiant au Brésil. Voilà. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir participé à la libération de cette jeune femme. Je pense que quand toute son enfance, son adolescence et une partie de son âge adulte, on a été abusé sexuellement par son père, qui est un malade mental, parce que c'est un psychopathe pour avoir des rapports sexuels avec sa fille. Et quand on a eu une mère tellement paumée, tellement sous médoc, etc., qu'elle a pensé sauver la face de tout le monde en n'écoutant personne et faire son truc préféré, c'est-à-dire droguer et tuer, je pense que c'est mieux pour elle qu'ils aient été éloignés et je suis content d'avoir participé à l'éloignement et je souhaite à Solène et à Mia de se reconstruire et d'être heureuses loin de leurs grands-parents aussi paumés. Paumé. Parce qu'il faut être paumé dans la vie pour aller avoir des rapports sexuels avec sa fille et sa petite fille. Et il faut être à ce point désespéré de penser que la solution c'est de tuer. Voilà. Mais c'est quand même deux familles qui sont dans les négativités. Lui à cause du passé de la Shoah, elle à cause du père qui était dentiste et qui était un abuseur sexuel et un violeur. La mère dit qu'elle avait un mari charmant, mais les filles disent exactement le contraire. Et on a eu beaucoup de confidences d'elle sur les relations avec son père, dont elle disait un homme terrible qui l'a violenté, qui l'a batté. Et au final, elle a fini par dire qu'il l'a violée et qu'il l'avait détruite d'un point de vue de son intimité sexuelle. Et elle a épousé un homme qui a fait la même chose à sa fille et sa petite fille. Donc, je souhaite à cette famille de trouver la rédemption, de se délivrer de ce passé terrible, de continuer un cheminement le plus adéquat possible pour eux vers l'éveil. Euh, Après, l'astrologie elle permet d'anticiper la symbolique et la numérologie permettent d'anticiper un certain nombre de choses. Le jour où ils ont décidé de partir, on leur avait donné rendez-vous pour leur expliquer leur astrologie, leur numérologie. Or, ils ont botté en touche tous les deux et ils ont décidé que non. Voilà, donc je leur ai demandé de partir. Voilà, de chez moi, hein, pas du projet. De toute façon, sur les villages, ils n'y étaient plus de par leur propre choix. Voilà. Et les activités économiques, c'est eux qui les ont abandonnées après n'avoir pas été capable de les construire, les avoir déstabilisés, ensuite avoir tout fait pour les détruire, jusqu'à monter une cabale contre moi avec le personnel. Bon, c'est assez pitoyable. C'est un couple qui est très très immature, qui est en très grande difficulté morale, qui est en très grande difficulté psychologique, qui est très très proche du passage à l'acte en matière d'assassinat. Ils ont essayé plusieurs fois. Par personne interposée. Cette fois-ci, ils ont essayé directement en m'attirant dans un piège où j'avais été invité à aller. Il y a eu plusieurs pièges qui m'ont été tendus, une histoire de moto, puis après une histoire de kiosque. Je pense que l'enterrement des procédures judiciaires risque de les mettre dans un état où ils n'auront pas le choix, où ils devront partir, où ils devront passer à l'acte et me tuer. Je pense qu'ils vont le faire. Voilà. En tout cas, essayer de le faire. Voilà. Donc faites très attention aux calomnies, à la haine et aux gens malsains. Ce sont souvent des pervers narcissiques et des gens destructeurs qui ont un passé terrible, qui sont dans la version accusatoire, dans l'effet miroir, et qui en réalité ce sont les gens qui ont le plus besoin d'aide. Mais c'est aussi les gens qui sont les plus difficiles à aider. Voilà. Donc suivez ma méthode. Ignorer, affronter sur des points, ce que j'ai fait. J'ai ignoré pendant des mois, je les ai laissés faire. J'ai complètement ignoré ce qu'ils faisaient. Et je savais pertinemment ce qu'ils faisaient et ce qu'ils voulaient faire. Ensuite, je les ai affrontés sur quelques points. Voilà. Et ensuite, une fois qu'ils sont partis, après que je les ai affrontés, j'ai amplifié tout pour que ça devienne grotesque et que ça devienne une énorme machine à gaz judiciaire. C'est ce que je voulais, c'est ce qu'ils ont fait. Tout simplement parce que j'en connais la suite et que lorsqu'ils ont fait la même chose dans leur passé, ce qu'ils ont fait avec moi, ils l'ont fait avec l'armée. Ils ont perdu leur procès contre l'armée pour une question de procédure. C'est bon, la faute de procédure, elle est déjà là. Et en réalité, ils ont dû quitter Tahiti. Donc, s'ils sont un petit peu intelligents, ils vont comprendre qu'ils ont reproduit et que c'est peine perdue. Mais je crois qu'ils ont besoin cette fois-ci d'avoir un bon coup sur le bec. Et donc, sur mon autre chaîne, Tréfingui Online, je vais citer les noms des personnes eux-mêmes. Vous savez exactement qui c'est avec leurs photos. Je mettrai leur nom, leur date de naissance, toutes leurs coordonnées astrologiques, les extraits de vidéos où je suis intervenu avec eux.
et j'établirai tout avec des témoignages, notamment leur tentative d'assassinat, le fait qu'ils m'aient menacé de mort, qu'ils aient conspiré contre ma mort. Le fait est, c'est qu'ils sont pas très intelligents parce qu'ils étaient chez moi au bout, il y avait une personne qui habitait en dessous et qui écoutait leurs disputes, leurs stratégies, même s'il y avait du chuchotage, il y avait des moments à me parler, puis surtout, ils étaient sous écoute du renseignement militaire brésilien et les rapports d'écoute et les notes blanches qui vont suivre auprès des magistrats du siège sont accablantes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera dans la semaine pour quelques vidéos, notamment une vidéo une vidéo qui vous a plu il y a quelques semaines, que je vais reprendre, qui est une vidéo où on explique comment fonctionne le monde moderne entre le rationnel et l'irrationnel, et ce qu'a apporté Descartes, et comment le monde traditionnel, notamment avec Saint Paul, et corps, âme, esprit, fonctionne entre les mondes spirituels qu'on nous promet après la mort, et puis les inframondes, ce monde infernal dont on nous menace après la mort, et comment nous devons être présents à notre vie, et comment la nature est là pour nous permettre de d'évoluer entre ces deux pôles. Voilà. Le 2202, le 2202, 20, 22, il est possible, c'est un bon chiffre, tout simplement parce que 22, ça fait 4, 02, ça fait 6, et 2022, ça fait 6. Donc on a 6, 6. Donc il y aura très certainement un petit quelque chose en France. Il est possible que ça soit la promulgation de l'état d'urgence militaire en France, suite à la petite comédie des routiers. Il va se passer la même chose qu'au Canada, c'est-à-dire que le Premier ministre est parti en hélicoptère et puis il a déclaré l'état d'urgence militaire et il laisse un petit peu la situation s'envenimer, faire chuter l'économie, et une chute de l'économie provoquée par les chauffeurs routiers. Alors les chauffeurs routiers, c'est des nomades. Quand ils ne circulent plus et qu'ils bloquent, c'est du nomadisme dévié. Donc on est dans une utilisation rituelle du nomadisme dévié qui devrait amener à la quatrième phase de la civilisation, c'est-à-dire à la tyrannie, c'est-à-dire que les routiers sont en train de donner au pouvoir les conditions de rentrer dans le nouvel ordre mondial. Donc on salue les imbéciles aux gros bras derrière leur camion. C'était mieux quand ils faisaient des compétitions de bière et de pastis au bistrot avant d'aller conduire. Il y a peut-être plus de morts sur les routes, mais s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de politique, vous n'avez pas le niveau parce que vous êtes nationaliste. Ciao.